Ce que je trouve le plus fascinant avec l'aviation, eh bien, c'est que cela rend humble. Et regardez ces images où vous voyez un Yak 130 pour la première fois, avion habité, engagé et détruit par un F-35I. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ça rend humble? Parce que depuis hier, nous avons cette information qui a été donnée par l'armée de l'air israélienne. Comme ils sont quand même très bons dans leur boucle entre l'opérationnel et la communication, après que j'ai tourné ma vidéo d'analyse sur cet événement, ils viennent de nous sortir les images. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de profiter de cet événement pour voir ma version avant les images et ma version après les images. On vous chapitre tout ça et régulièrement je vous dis de diversifier les sources. Je vous dis également qu'il faut avoir conscience que nous n'avons pas accès à toutes les infos. Nous ne sommes pas dans les cockpits. Nous observons et analysons depuis des centaines de kilomètres en retrait tranquillement dans des fauteuils. Et je pense que là, nous tenons un cas d'école pour pouvoir voir la différence entre théorie, analyse sans images et derrière partage des images. Et spoiler alerte, vous allez également vous rendre compte qu'entre la doctrine, la théorie, ce pourquoi et comment un avion a été réfléchi pour aller au combat et sa première utilisation réelle contre un avion habité, il y a, j'ai envie de vous dire, un écart gigantesque. Jingle. Alors vous voyez ces images, le Yak 130, vous avez des images avec un fort défilement et allez, je vous tease un tout petit peu ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Cela veut dire, regardez bien ces images, que le Yak 130 se retrouve en fait quasiment, si ce n'est à portée d'engagement de missiles RR courte portée du F-35I qui nous fournit les images. Alors vous allez voir, il y a 2-3 petites choses contre-intuitives qu'on va débriefer à la fin, mais gardez ça bien en tête, car je vous rappelle que le F-35 est un avion qui a été réfléchi pour pouvoir engager de loin sans être vu, et là, un des deux est clairement dans la zone possible d'engagement de l'adversaire, mais il n'est pas engagé. On attaque avec ma version avant les images. Le 4 mars 2026, pour la première fois, un avion F-35, version I, la version israélienne, qui est assez différente des autres versions, a ouvert le feu contre un aéronef habité, un Yak 130, qui est un avion qui a des capacités de combat aérien, mais principalement un avion d'entraînement qui va permettre en fait d'atteindre le niveau nécessaire pour après pouvoir aller faire des avions de 4.5 ou 5e génération, comme disent les Américains. Pour faire simple, des avions modernes. Néanmoins, ces Yak ont des capacités RR et également air-sol, et il semblerait que ce Yak 130 était justement au-dessus de Téhéran afin de faire la chasse aux drones qui sont entre autres envoyés par les Israéliens et les Américains, et dont certains ont été abattus ces derniers temps. Ce que je vous propose, c'est de comprendre un petit peu à quoi peut ressembler un combat aérien entre un F-35I, on a entendu parler de dogfight, spoiler alert, ça m'étonnerait, et également, qu'est-ce que ce Yak 130 qui ressemble étrangement au M346 qu'on peut voir régulièrement dans le ciel de Bordeaux. Alors pour rappel, l'armée de l'air iranienne avait énormément de matériel occidental, ça c'était avant la chute du Shah en 79. Ensuite derrière, ils ont fait de l'acquisition de matériel soviétique, et plus récemment, il y avait cette volonté d'aller vers du Sukhoi 35, et il y a eu acquisition de Yak 130 afin de préparer leur armée de l'air au Sukhoi 35, le tout dans un accord avec les Russes, autour, entre autres, des drones Shahed. On a donc vu arriver des Yak 130 à partir de 2023, avec des livrets et des peintures assez originales, alors que les Sukhoi 35 étaient attendus plus tard cette année. L'année dernière, les Iraniens ont partagé des images où on voit du MiG-29 accompagné de Yak 130 abattre du drone avec du R-73, donc ce missile courte portée. Le Yak 130 a cette capacité à ouvrir le feu dans la sphère à vue, ce qu'on appelle le Within Visual Range, à quelques kilomètres autour de lui, grâce à des missiles RR thermiques qu'il va pouvoir désigner dans son proche environnement. À la base, ce programme, c'était entre Yakovlev, rien à voir avec le général, et Air Macchi. Air Macchi est devenu Leonardo. Les deux programmes se sont séparés. D'un côté, maintenant, vous avez le M346, utilisé par les Israéliens justement, les Italiens, les Singapouriens, les Polonais, les Grecs,
Et de l'autre côté, vous avez le Yak 130 qui a été un assez bon succès à l'export. Son petit nom autant, c'est Mitten. Et en face, eh bien, depuis 2017, les Israéliens mettent en œuvre du F-35. Il faut savoir qu'ils ont une version particulière, qu'ils ont le droit de faire des modifications et qu'ils ont fait des modifications. Dès la guerre des 12 jours, il y a eu des actions offensives des F-35 contre l'Iran. Comme vous l'avez appris il y a quelques semaines sur la chaîne, des F-35 étaient allés au-dessus de l'Iran déjà à ce moment-là. Et là, on a clairement confirmation que les F-35 ont cette capacité à aller et à être mis en œuvre autour de Téhéran. Maintenant à noter, il y a quelques jours également un F-35B. B, c'est la version Boat, décollage atterrissage vertical si besoin, a en Jordanie eu son premier kill contre un drone. Mais là, il ne s'agit plus de drones. Déjà en mars 2021, des F-35I avaient abattu des drones pour protéger Israël. En octobre de la même année, du missile de croisière. Et on va pas se mentir, dès qu'on fait du tir, de l'entraînement, en fait, ce qu'on abat, c'est des cibles dans l'air, c'est des drones. Moi, j'ai tiré du Mika, ce qu'on pourrait appeler un drone. Donc, il n'y a aucun souci pour faire ça avec un avion moderne. Par contre, là, le fait que ce soit un avion habité, ça change tout dans la perception du grand public, mais également pour les pilotes, ça compte vraiment comme une victoire aérienne. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que les Iraniens arrivent encore à faire décoller leurs avions, regardez ces images de la base de Tabriz, les images satellites, vous voyez que la piste est bombardée à intervalles réguliers, avec une précision métrique, on voit plus de 12 impacts sur la piste, on voit également du F4, on voit également du F5 qui ont été détruits, et malgré cela, le pays est tellement grand, il y a tellement d'endroits où cacher des aéronefs, depuis où on peut mettre en œuvre des aéronefs, eh bien qu'il y a encore quelques aéronefs qui arrivent à décoller. On a vu des MiG-29 au-dessus de Téhéran, on a vu du Yak 130, et ça vient forcément complexifier ce qu'on appelle la picture et la ségrégation de l'espace aérien, alors qu'il y a des vagues successives d'avions qui viennent bombarder leur package, comme on dit, de cibles, leurs objectifs à traiter. D'ailleurs, ça c'est un point intéressant. Souvent, on va vous dire qu'il y a X cibles qui ont été traitées. Souvent, on fait une différence entre les cibles, qui sont par exemple un centre de commandement, et le nombre de bombes qu'on y met. On va vous dire, tiens, on a traité tel centre de commandement, ça fait une cible, mais on a peut-être mis 3, 4, 5 bombes. Donc vous pouvez avoir un écart entre le nombre de cibles traitées et le nombre de bombes tirées. On a vu également les Israéliens faire des photos avec leurs F-16. On voit que les F-16 sont très peu équipés en RR, et ça c'est important de le comprendre. En fait, une logique de package, vous allez avoir des avions spécialisés dans l'air-sol, des avions plutôt spécialisés dans l'RR, et après vous avez les fameux swing roll. Alors le swing roll, on fera une vidéo dédiée parce que c'est important de bien le comprendre. Moi j'étais chef de patrouille swing roll, c'est un sport, c'est un métier particulier. Ça ne veut pas dire en fait que sur le même vol, vous pouvez en même temps faire de l'RR et faire de l'air-sol. Ça veut dire qu'en fait, fonction des phases, vous changez de casquette. Et sur Rafale, en fait, vous avez même un bouton, vous choisissez sur la gauche, est-ce que je veux que tout mon avion soit en mode RR ou en mode air-sol? Vous appuyez sur le bouton, les réglages de radar, tout change en fait, les conduites de tir changent de manière à switcher. Vous n'allez pas tout faire en même temps. Et pour pouvoir savoir à quel moment vous switchez, il faut regarder ce qu'on appelle la picture, à quoi ressemble le ciel, à quelle distance sont les menaces, et vous avez en amont décidé de critères décisionnels qui vont faire que vous honorez ou pas la menace. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce que dans ce cas-là du Yak 130, c'est le F-35 qui s'en est occupé. F-35 qui peut être équipé de AIM-9X, courte portée, Python 5, courte portée, ou AMRAAM, longue portée. Et soit il participe à une mission d'attaque au sol, ce qui a le plus de chances d'être le cas, soit il participe à une mission de défense aérienne, c'est pas la base pour le F-35. Je pense pas que la plus-value était très forte d'envoyer un F-35 jusque là-bas que pour la défense aérienne. Il vaut mieux faire du swing. Et là, dans le swing, il va y avoir plusieurs casquettes. Moi, j'ai participé à des opérations. Vous voyez par exemple des F-22 qui arrivent supersoniques sur la cible, qui freinent un petit peu avant, qui ouvrent les soutes, qui tirent leur bombe, et après qui remontent à 45 000 pieds ou autre, et là qui passent en mode RR. C'est assez impressionnant, mais c'est une capacité à switcher. Maintenant, très important, quand vous avez un avion qui a des soutes, c'est plus facile de faire de l'RR que quand vous avez un avion qui n'a pas de soute. Pourquoi? Avec le Rafale, quand vous avez vos munitions en dessous, elles traînent exactement comme le F-16, exactement comme le F-15, exactement comme le F-18. Quand vous avez des soutes, vos munitions ne traînent pas. Et donc vous avez moins de traînées. Et ça ne va moins impacter vos capacités aérodynamiques à aller vite.
Alors le F-35, c'est pas le meilleur exemple du monde, parce que c'est pas trop son truc, le supersonique, mais le F-22, c'est un bon exemple, avec la Super Cruise. Et en fait, c'est des avions qui vont avoir capacité, alors même qu'ils transportent des bombes, à pouvoir accélérer. Et pourquoi accélérer, c'est important? Parce que ça vous donne de l'énergie et de l'allonge pour vos missiles face à la menace. Alors maintenant, on va se focaliser au Yak 130. Pas besoin d'accélérer supersonique pour les abattre, pauvres bêtes, j'ai envie de dire. Mais je voulais vous expliquer un petit peu ce concept de swing roll et le fait que c'est un petit peu plus compliqué que ça peut en avoir l'air. Et je vous ferai un gros briefing au tableau, sans trahir de secret, pour vous expliquer comment justement, par la préparation en amont, parce que l'aviation c'est que ça, c'est comme dit Maverick, si tu réfléchis en l'air, tu es mort, mais en fait il faut avoir réfléchi à tes critères décisionnels en amont. Et donc si votre mission, votre état final recherché, c'est bombarder tel bâtiment, je vais vers le bâtiment, je suis maintenant à X minutes, très proche, de passer ma casquette en mode air-sol, et là, je détecte une menace aérienne, ou on me signale une menace aérienne. Je suis face à un choix. Est-ce que j'honore la menace parce qu'elle va venir m'abattre éventuellement pendant que je fais ma passe de tir, ou est-ce que je ne m'occupe pas de la menace, je vais faire ma target, et après derrière, soit je peux l'éviter, soit j'ai le pétrole pour aller l'honorer, et ça fera un ennemi de moins. Et donc tout ça, dans l'armée, on est très discipliné, ça dépend de critères décisionnels fixés par le chef de patrouille en amont, qui vient adapter la volonté politique de l'état-major et des grands chefs au-dessus. Et donc on est constamment en train de devoir prendre ces décisions, donc vous pouvez très bien vous dire, ils sont assez loin, je vais faire mon target, et puis je m'en vais. Ils sont dans une sphère qui ne me plaît pas, à une distance où ça va pas, j'annule ma partie air-sol, je vais faire face à la menace, et après je reprends ma partie air-sol une fois que la menace est traitée. Mais ça a eu un impact sur mon pétrole, sur pas mal de choses. Donc c'est une question de switch, et ça c'est important de bien le comprendre. Quand vous faites une mission de guerre comme ça pour le F-35, il fait une multitude de sports différents dans sa journée. C'est quelque chose que j'explique beaucoup en conférence. C'est en fait la grosse force du pilote, c'est d'avoir compris que dans notre journée de travail, on fait différents sports et que chacun de ces sports nécessite un échauffement mental particulier. Moi, j'aime bien parler de briefing ou d'auto-briefing comme étant un échauffement du cerveau. Quand vous décollez, c'est un sport différent que de celui de ravitailler en vol. Ça nécessite des compétences et de surveiller de la data dans votre cockpit différentes que, par exemple, aller tirer une bombe, qui demande des compétences et de la data à surveiller différentes que celle de détecter un Yak 130, qui demande de la data différente de classifier, et ainsi de suite. Et à chaque fois, au niveau du cerveau, on est formé, on a une structure d'esprit qui fait qu'on va se préparer mentalement en se disant qu'est-ce qui fait de moi, en gros, un bon professionnel sur l'étape d'après. Ce qu'on va vous expliquer au-delà du leadership là, qui est disponible en prévente, mais c'est ça le concept. Et donc là, ce qu'on voit, c'est ce changement de casquette, reroll, comme on dit également, changement de mission. On y va, maintenant il faut que je m'occupe de ce Yak 130. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre F-35 face à ce Yak 130? Il va le détecter, il va l'identifier avec ses systèmes, il va voir s'il y a de l'armement ou pas. S'il y a zéro armement dessus, forcément, dans les critères décisionnels, c'est moins impactant que s'il y a de l'armement. Je le détecte, c'est un Yak 130, donc c'est un mitaine, il a du missile RR. Est-ce que il peut être facteur pour certains de mes copains bombardiers? Est-ce qu'il faut que j'aille dessus? Si je vais dessus, j'annonce que je commit, j'y vais, je m'en occupe. Et à partir de là, personnellement, au vu des images, si c'est effectivement les bonnes images, on voit quelque chose plutôt à moyenne altitude. La portée, on peut l'engager à assez loin. Un petit AMRAAM, tu lui mets un premier tir sous le bon secteur en continuant à aller vers lui à une vitesse subsonique tranquille. Mais tu ne veux pas aller trop doucement. La raison pour laquelle tu ne veux pas aller trop doucement, c'est que tu veux quand même avoir de l'énergie de ton côté. Face à un Yak 130, s'il commence à faire face vers toi ou autre, tu ne veux pas qu'il puisse te détecter avec ses missiles infrarouges. Donc ça va t'amener à avoir ce qu'on appelle une conduite moteur, à réduire les gaz. Et donc plus tu te rapproches d'un avion qui a des missiles infrarouges, généralement plus tu vas arriver avec un peu d'énergie, parce que à la fin de la fin, tu vas avoir tendance à réduire tes gaz à fond pour réduire ta signature infrarouge pour éviter de te prendre un missile si vraiment tu te rapproches. Donc c'est pour ça qu'au début, tu veux quand même garder de l'énergie. Ensuite, derrière, tu assesses, est-ce que mon AIM 120 il fait but? S'il fait but, tant mieux. S'il fait pas but, là tu peux changer. Typiquement, mettre un Python 5, c'est pas mal, c'est de fabrication nationale, ça fera plaisir aux constructeurs. Et parce que tu as de l'électro-optique, je lui fais plus confiance pour taper la cible qu'un AIM 9X.
l'AIM 9X. Je vous rappelle qu'un F-18 en 2018 en Syrie a essayé d'abattre un Su-22. Il a mis un 9X qui a été évité par le Sukhoi 22 et donc derrière il a tiré un AMRAAM. Donc personnellement, du fait de ce retour d'expérience, dans l'ordre, j'aurais fait AMRAAM, Python 5, 9X derrière. Ensuite, normalement, tu n'as aucun intérêt à te rapprocher trop. Si vraiment tu as besoin, la grande question, c'est est-ce que le F-35 était seul ou pas. Sinon, à un moment, tu fais demi-tour et tu le laisses à ton copain. Et tu tournes comme ça, et tu te rapproches et tu restes à distance. Pour que vous puissiez bien vous représenter l'écart technologique entre les deux, je pense qu'il faut que je vous fasse une métaphore. Le ciel, imaginez, c'est un grand hangar où il fait nuit. Vous avez une toute petite bougie avec vous, et cette bougie, c'est ce que vous arrivez à voir visuellement. Éventuellement, vous avez un petit radar. Avec ce petit radar, vous pouvez choisir si vous focalisez le faisceau, ce qui vous permet de voir un peu plus loin dans une direction, ou si vous l'ouvrez à plus ou moins 60 degrés, mais vous voyez moins loin. Notre Yak 130, il est en train de chercher comme il peut des drones. Et là, en fait, tout au fond du hangar, où il fait nuit, vous avez quelqu'un avec des jumelles de vision nocturne, avec une arme, on va dire un équivalent d'un M4, un fusil mitrailleur, avec un pistolet et un couteau. Et en fait, il est au fond du hangar, et en gros, il va vous voir, et il va se dire au moment où il décide, tiens, bah, je tente de lui tirer dessus avec mon fusil d'assaut. Et il y a de grandes chances que vous tombiez sans avoir même jamais compris que vous étiez attaqué. Alors, quel est le problème? Le problème, en fait, c'est que le Yak 130, il ne peut pas avoir une bonne conscience de la situation. Il va avoir besoin d'informations qui viennent du sol ou d'autres avions pour comprendre ce qui arrive. Et au vu des frappes de ces derniers jours, il y a peu de chances qu'il soit en contact sol avec quelqu'un, ce qu'on appelle un GCI, un Ground Controller Interceptor, qui va lui donner la conscience de la situation et lui dire où sont les avions qu'il arrive à détecter. Donc à partir de là, quand vous travaillez avec un radariste, votre avantage, c'est que vous êtes là au milieu du hangar avec votre petite lampe, mais on vous dit, au fond à gauche du hangar, il y a une équipe de 3. À droite du hangar, il y a une équipe de 2. Et même si je ne les vois pas, on apprend en fait à se faire une projection de la situation, une conscience de la situation dans nos têtes. Je sais où sont les menaces, je sais à quelle distance elles peuvent être facteurs de moi grâce aux renseignements en amont sur leurs munitions. C'est là où, encore une fois, le fait d'avoir des soutes, c'est plus difficile de savoir ce qu'ils emportent, surtout s'ils ont beaucoup de missiles différents. Et donc moi, je vais pouvoir manœuvrer mon avion de manière à ne pas rentrer dans leur volume d'engagement, à faire ma mission sans être facteur. Et si je vois qu'ils commencent à venir vers moi, eh ben, je vais, ce qu'on appelle faire un rétrograde, aller vers un green sector, un endroit où je peux me sauver pour essayer de survivre. Sinon, ben voilà, il y a de grandes chances que je me prenne une balle sans l'avoir vu venir. Donc pour vous donner une idée, c'était un petit peu ça. Donc l'UYAC 130, il se baladait avec sa petite bougie au milieu du hangar et il s'est fait engager, soit de très loin, soit plus proche, mais le F-35, là on voit clairement qu'il y a eu recours à du missile, et de toute façon F-35 et canon, c'est pas une situation d'avenir. Ça fait penser au début du F-4, ça, on verra s'ils reviennent dessus. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a permis d'un peu mieux comprendre cet engagement historique. D'après certaines sources, le pilote du F-35I est le fils d'un héros israélien qui avait également obtenu une première victoire aérienne il y a un paquet d'années. Fils de pilote, forcément, je suis sensible à ça et je le comprends aussi. On est souvent pilote de père en fils, très présent chez les Américains, il y en a beaucoup en France aussi. On est dans la culture, on a une bonne idée de ce que représente le métier, ses engagements, donc c'est une information qui me paraît pas déconnante. Voilà, je vous dis à très bientôt. On a d'autres sujets. On va enchaîner avec le F-18 du Koweït qui a ouvert le feu sur les F-35. On avait raison d'avoir des doutes sur les images. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant, on va regarder très précisément les images comme publiées par le compte officiel de l'armée de l'air. Très intéressant. Ce que l'on voit, c'est au travers de l'électro-optique, l'EOTS, donc l'électro-optique qui est située sous le F-35. On voit bien le Yak 130 et par rapport à la personne qui filme, il y a le Yak 130 en fait. Et par rapport au Yak 130, le F-35 est sur un relèvement qu'on peut dire 10-11 heures. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'arrière, c'est la vitesse en fait de la Terre du défilement, parce que ça nous permet de voir en fait la distance. Si vous êtes très loin d'une cible, il y a très peu de défilement. Si vous êtes très proche d'une cible, il y a énormément de défilement. Et là, en l'espace de quelques secondes, on est sur un défilement qui est extrêmement fort. Et là, il y a un point, oui, on voit que ça change au niveau du zoom, donc ça peut jouer, mais ce défilement schlac comme ça, c'est en fait qu'avec le F-35, vous passez
extrêmement proche. Et c'est ce qu'on voit quand le Yak 130 est en flamme. Vous voyez qu'il y a, et même ça passe en dessous, vous voyez qu'il y a énormément de défilements. Il y a d'ailleurs tellement de défilements que le système électro-optique a du mal à traquer, a du mal à suivre. Alors il y a de grandes chances que les images soient dégradées avant d'être rendues publiques. Il y a beaucoup d'informations qui nous sont cachées et qui sont floutées autour de ce que l'on voit. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette géométrie. Cette géométrie, vous avez le Yak qui est en train d'arriver comme ça. Vous avez en gros un F-35 et on a quasi l'impression que ça passe l'un au-dessus de l'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On rentre en fait, avec le F-35, dans le volume d'engagement potentiel du Yak s'il est armé avec des missiles RR courte portée. Si le Yak prend visuel et il fait grand beau, on peut le voir à vue, hein, visuel du F-35, décide de manœuvrer et de tirer, le F-35 se prend un tir face à face dans le volume d'engagement. Alors pourquoi ? Ils peuvent avoir été surpris, et on entend au niveau des communications. Alors grâce à la communauté, eh bien je peux vous donner les termes exacts. Exécution, je le fais immédiatement, j'exécute, la cible est tombée, continue l'attaque. Voilà ce que l'on entend à la radio. Et donc entre le moment où il le dit, je le fais immédiatement, j'exécute, la cible est tombée, nous sommes sur un temps extrêmement court, ce qui nous amène à penser que le temps de vol est extrêmement court, que l'engagement est extrêmement proche et probablement avec du missile infrarouge très courte portée, sans grande porte de sortie, si ce n'est cette visualisation que le Yak 130 n'a pas la conscience de la situation, ne voit pas le pilote de F-35, ça se voit à son attitude, à la manœuvre de l'avion. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à du swing roll, mais là, donc ils retournent faire leur travail, mais là on a l'impression en fait qu'ils sont surpris au sens où là, il n'y a aucune marge prise par l'équipage. Et donc, dans un cas comme ça, c'est quand même assez étonnant. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations. Mais pourquoi rentrer dans le volume de l'engagement de l'adversaire alors que vous avez en théorie de quoi pouvoir l'engager de beaucoup plus loin? Et les Iraniens ont également du derby. Donc, on a normalement une petite soute latérale sur F-35I qui permettent d'engager à courte distance avec du Python, avec de l'IM-9X. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est ça. Alors, ma perception, c'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'il y a beaucoup de delta Z. C'est-à-dire qu'en fait, le F-35 est très haut par rapport au Yak qui ne doit pas être si haut que ça. Et donc les images, elles nous proviennent d'un avion qui est beaucoup, beaucoup plus haut. Et par rapport au volume d'engagement, vous avez autour, mais vous avez également dans le vertical. Et en fait, il est tellement décalé en delta Z, moi je pense qu'ils ont en train en fait de regarder en dessous, et ils ont cette capacité en F-35, et en plus leur système est en dessous, sur Rafale notre système est au-dessus, donc pour regarder comme ça, donc on serait masqué, là le F-35, le système est en dessous, donc tu as tout avantage à être au-dessus. Autre avantage à être au-dessus, comme je vous disais, tu peux être plein réduit. Donc il a pu réduire au maximum sa signature infrarouge, il est au-dessus, et il donne les images où ça permet peut-être de désigner pour l'autre. Parce que là, clairement, on voit qu'il travaille à deux, possiblement un qui filme et un qui ouvre le feu, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, c'est possible également que ce soit lui qui fasse tout, mais au niveau de l'aspect, on va avoir, en termes de géométrie, vu les distances, là on n'est pas loin des limites courtes. Donc c'est très intéressant d'avoir ces images, de garder à la tête également qu'il existe pour les missiles, surtout les missiles électromagnétiques Derby, IM-120, des limites courtes auxquelles on ne peut pas engager, à tel point que si vous êtes en combat rapproché, que vous voulez tirer quelqu'un, des fois il faut dépointer, il faut s'éloigner volontairement pour après pouvoir utiliser ce missile-là si vous n'avez plus de missile infrarouge. Donc les limites courtes peuvent être facteurs, mais là, point vraiment je pense intéressant, c'est à aucun moment j'aurais misé sur la présence d'un F-35 dans un cône en fait, où le Yak 130 pourrait être facteur sur lui. Donc ça, je ne me l'explique pas, on ne comprend pas au vu de ces images-là. Je pense que c'est minimisé par le delta Z, qui effectivement peut vous donner des portes de sortie, mais c'est vraiment en adéquation avec un niveau de risque pour l'équipage, qui n'est pas celui auquel moi j'ai été habitué quand j'ai combattu avec la France. Donc on est dans un engagement qui est ce qui est, et surtout dans une acceptation du risque, que ce soit par sentiment de supériorité ou tout simplement d'un point de vue doctrinal, qui est remarquable au sens premier du terme. Maintenant, autre point très intéressant, il y a toute la doctrine sur le F-35, sur ces engagements très longue portée que je vous ai expliqué juste avant dans la vidéo. Et là, on voit que sur le premier engagement, il y en a un qui vient extrêmement près. Donc c'est très intéressant. Je faisais une petite remarque sur le canon.
Et ben de là à ce que voilà, tout le monde se rééquipe de canon aussi, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on dit ça souvent en tant qu'opérationnel, le canon c'est important. Et normalement sur F-35I, comme sur le A, si je dis pas de bêtises, ils ont du canon en antenne avec 182 obus. Le B, entendu parler avec les Britanniques, ou le C, le B, il leur faut un pod en externe, et le C, ils n'ont pas de canon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, image très impressionnante. Et à l'heure actuelle, vue comme ça, si je devais mettre mes 2 cents, je dirais qu'il y a eu une détection assez tardive du Yak 130 et que c'est ce qui a amené à cet engagement aussi proche dans les chaussettes, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je ne vous cache pas que ça m'étonne un petit peu, mais le combat, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également du relief dans la zone, énormément de relief. Si j'étais pilote de Yak 130, je me cacherais dans le relief pour après essayer peut-être de sortir. Donc on ne sait pas tout, on le saura je pense dans quelques mois, si ce n'est quelques années. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer l'écart entre la théorie, entre ce que l'on peut supputer au vu de certaines déclarations, et les images. Et retenez ça, quand vous avez un défilement comme ça, c'est qu'on n'est vraiment pas loin. L'électro-optique sur le F-35 est en dessous, ce qui amène le pilote à manœuvrer, comme on l'a vu, en se mettant plutôt au-dessus. Mais pourquoi si proche? Peut-être pour la beauté du geste. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Et en tout cas, ça quand même c'est important à dire, je vous parle de la beauté du geste. On peut pas dire que le Yak 130 a eu zéro chance. S'il avait mieux regardé dehors, il aurait pu engager un F-35. Ça me fait penser à cette petite image et on terminera là-dessus. Fly safe.